En préparation à toute kinésithérapie, en particulier respiratoire, nous procédons à un assouplissement et à des massages avec étirement. Dans un premier temps, nous procédons au repérage d'éventuels nœuds musculaires ou de contractures, puis nous essayons toujours de vérifier les mobilités du cou. La phase à proprement parler de massage comporte des attouchements superficiels roulés, mais aussi des massages profonds ou massages transverses profonds qui s'effectuent à pleine main pour ce qui est des superficiels, de la direction allant du proximal ou du tronc, de la partie médiale, vers le distal, c'est-à-dire l'extérieur, vers la périphérie. Ces massages favorisent la mobilité articulaire en assouplissant le jeu et les muscles et diminuent bien évidemment les contractures et les douleurs. Les massages profonds s'effectuent avec des doigts dans le muscle. On en profitera en cas de trachéo refermé, voire toujours en place, pour assouplir le tissu cutané et la cicatrice autour de la trachéotomie. Inspirez, soufflez. J'appuie en costal inférieur, j'accompagne l'expiration. Inspirez, soufflez. Je ne sens pas assez l'expiration, monsieur Moreno. Plus. Inspirez bien encore, soufflez. Ce type de manœuvre en général dure 3 minutes en gros. Les temps sont approximatifs, ça dépend des patients, de la fatigabilité et de la coopération. Soufflez. Alors on inspire. Soufflez, 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 soufflez. Alors c'est vrai que parfois il y a certains patients qui ont un problème de comprendre inspiration ou expiration. Alors pendant ces cas-là, je dis prenez de l'air et soufflez. Là, souffler, c'est compris par tout le monde. Alors attention aussi, quelque chose que je n'ai pas dit au début, c'est qu'au niveau du mouvement des mains, il ne faut pas enfoncer le patient dans le lit, mais au contraire, on effectue une traction vers le bas pour accompagner toujours une costale. Donc, simplement vers le bas. On referme la cage thoracique. Soufflez. Inspirez au maximum. Soufflez. Et lors de l'expiration, je bloque la cage thoracique. J'attends un petit peu le début d'une inspiration. Et je relâche d'un coup pour avoir une expiration maximale. Le travail de l'expiration peut s'effectuer en décubitus, c'est-à-dire allongé, mais aussi assis, en réalisant alors des poussées sous-costales. Dans les deux cas, on peut vérifier l'efficacité de l'expiration en plaçant devant la bouche un miroir ou alors un papier fin. La buée sur le miroir ou le déplacement du papier signifie l'efficacité de l'expiration. Le fait d'ajouter un embout buccal augmente le débit expiratoire et permet de rendre cette expiration plus efficace, donc la voix plus productive, ce qui est particulièrement utile en cas de paralysie du voile. Le patient est installé sur le côté. Il est calé par la cuisse de l'examinateur au niveau de son bassin et par des coussins ou des cales en mousse situés en avant de ses propres cuisses pour le bloquer. Les mains de l'examinateur stabilisent le torse, qui est au niveau axillaire à la partie supérieure des côtes. La main
droite se situe à la partie inférieure, donc costale inférieure. Les mouvements thoraciques, les deux mains sont situées en opposition de part et d'autre des côtés du thorax. La main gauche ici, inspiratoire, sont laissées libres. Les mains venant à ce moment-là accompagner le mouvement de dilatation, de remplissage donc du thorax. Lors de l'expiration, lors de la vidange du thorax, en revanche, les mains accompagnent le mouvement d'expiration par une compression des deux bases. C'est un petit appareil pour faire travailler la phase inspiratoire surtout. Normalement, il faut travailler, donc on fait une expiration maximale, on prend l'embout, on inspire, toujours en maintenant le petit curseur avec, entre les deux extrémités, ici et ici, pour avoir un volume à peu près, pas avoir une inspiration de suite très forte, mais pour avoir toujours un volume le plus longtemps possible. Et en fonction, il y a des tablettes vendues avec des appareils, donc en fonction de l'âge et de la taille du patient, vous avez un volume qui correspondra à chaque patient. C'est moi qui vais tenir bien vertical le voilier. Inspirez, soufflez. Plus. Normalement, on devrait arriver à des volumes normaux qui seraient presque vers son âge et sa taille. Vous pouvez avoir un petit peu la bouche ouverte et souffler en même temps avec la bouche quand vous soufflez. Très bien. Encore. Allez, inspirez. Soufflez. Allez-y, on reprend. Inspirez et soufflez. Donc, je suis son rythme. Essayez. Allez. Donc ça, c'est la plus grande difficulté en général chez ce type de patient-là, c'est essayer d'avoir une toux dirigée. C'est très rare quand on y arrive en général. Phonatoire en position assise pour ce type de patient au stade où il en est. N'est pas efficace parce que le dos n'est pas soutenu, il y a une close abdominale et il aura un souffle au niveau thoracique très haut. Et on peut induire même le défaut de prendre l'air en levant les épaules et en renversant la tête en arrière, ce qui est un défaut dont on a du mal à se débarrasser après. Peut-être un peu mieux, peut être en position assise et on peut entourer le patient par derrière si le fauteuil le permet, bloquer les mains au niveau abdominal, légèrement faire pression en remontant sur l'abdomen et faire souffler, là c'est pareil. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait une extension au niveau de la nuque, il faut pouvoir libérer les mouvements du larynx, qu'il puisse monter et descendre librement. Parce qu'on peut très bien travailler là pour le souffle phonatoire. Ça paraît bizarre, mais la bouche fermée. Donc déjà, qu'il sente quand il inspire et qu'il expire. On va rendre plus automatique l'inspiration. Donc bouche fermée. Je vais décaler le moment de sa respiration en bouchant et débouchant les narines. Donc, je me fixe sur sa respiration. Il souffle. Je l'empêche de respirer un petit moment. Je décale dès que je perçois et j'obtiens une inspiration automatique. Le but étant de faire percevoir que le souffle doit être volontaire et actif. L'air va rentrer. Et vous soufflez activement. Et on obtient de la voix, souvent en compensation, en souffle complet. On le garde la bouche fermée, on peut accumuler l'air dans les joues. Et quelquefois, cette pression qui est supraglottique, qui est bloquée dans la joue, aide à faire une pause de voix et à faire sonoriser. Alors que l'air est déjà passé en dehors de au-dessus du larynx. Voilà. Si je travaille bouche ouverte, j'ai remarqué que j'avais une voix plus apraxique, du type... Voilà.
Si je travaille bouche fermée, j'ai un placement du souffle phonatoire qui va être intrabuccal, bloqué par les joues par exemple, et je vais avoir une voix mieux timbrée. La rééducation articulaire chez le Lockton syndrome se fait de la même manière que chez les accidents vasculaires cérébraux ou les traumatisés crâniens. Elle vise à assurer des amplitudes articulaires suffisantes pour permettre à une éventuelle récupération musculaire de se faire dans de bons secteurs de mobilité. Les mobilisations passives du membre supérieur sont précédées là aussi par des massages superficiels des plans musculaires assouplissants. Dans un deuxième temps, on mobilise la partie homothoracique de l'articulation, c'est-à-dire l'articulation que fait l'omoplate avec la cage thoracique. Ensuite, on mobilise la partie distale de l'articulation de l'épaule, c'est-à-dire les mouvements faits par le bras lui-même avec l'épaule. Et pour ce faire, on cale l'épaule d'une main. Les mouvements se font dans un schéma d'ouverture, c'est-à-dire d'élévation antérieure et latérale. L'ouverture des schémas en flexion distaux est facilitée par la mise en extension globale de tout le membre. Voilà. Et en surélévation, en antépulsion du bras. Donc dans cette position-là, on obtient plus facilement, surtout si, monsieur Leroux, vous nous aidez. Hein, vous essayez en même temps, là, comme si vous deviez attraper quelque chose en l'air, et vous essayez de lever le bras et d'ouvrir la main. Voilà, ça c'est les schémas où on inhibe le plus la spasticité en flexion, que ce soit au niveau des doigts, des poignets ou du coude. Il en est de même pour la spasticité en rotation interne, adduction d'épaule. On fait toujours ces mêmes mouvements qu'on appelle mouvements d'ouverture ou dans des schémas d'ouverture du membre supérieur. Se fait de manière répétée, pas qu'une seule fois bien sûr, d'un côté puis de l'autre. N'est plus Lockton syndrome au sens strict du terme. Il a récupéré suffisamment au niveau des mouvements de la tête, des bras et des jambes pour pouvoir communiquer autrement que par les yeux. Donc il commence à parler et sinon il dit des oui, des non et parfois répond aussi par ses mouvements de tête. Il a aussi récupéré au niveau des bras et des jambes. Donc là on va voir une rééducation pour quelqu'un, Lockton syndrome au départ et qui a récupéré en partie. Par des exercices de transfert et où on voit que le kiné force peu, c'est-à-dire que M. Leroux a aidé avec ses jambes, avec ses quadriceps. Il a un assez bon équilibre assis, comme on peut le voir, puisqu'il a aidé pendant le transfert et il a aussi une participation active au niveau des extenseurs de jambes. Eh bien oui, c'est pas encore parfait, mais c'est pas mal. Donc de bonnes capacités de pousser sur ses jambes qui lui ont permis d'aider au transfert. Il est aussi aidé par la spasticité qu'il a un peu au niveau des jambes. Donc chez quelqu'un comme lui, il ne faudra pas donner trop de médicaments antispastiques, même si ça peut un peu gêner lors de l'habillage ou de la toilette, car pour la tenue debout et les transferts, il utilise cette spasticité. Le principe du travail actif de la motricité résiduelle consiste à dégager le patient de la plupart des contingences gênantes. Il faut, pour le membre supérieur, faire travailler celui-ci en dehors de la pesanteur. Un moyen consiste à maintenir le bras du patient par l'examinateur et à l'aider donc à faire des mouvements dans le plan horizontal. Ces mouvements peuvent être des mouvements
simplement d'épaule, d'antépulsion ou de mouvements latéraux d'épaule. Dans certains cas de récupération partielle plus importants, comme c'est le cas chez notre patient, sont associés des mouvements de flexion-extension de coude, voire du poignet et des doigts. Le maintien du bras peut être fait aussi par un système de poulie. De l'impossibilité, quand le tableau clinique est complet, à tenir debout, on fait ça artificiellement avec une table de verticalisation. Le principe, c'est de mettre quelqu'un sur une table rembourrée, de le stabiliser avec des sangles qui peuvent être au niveau du tronc, au niveau des jambes, et de le verticaliser. Cela se fait progressivement, c'est-à-dire qu'on incline la table très progressivement au départ, par palier de 10 à 15 degrés par semaine, quand il n'y a jamais eu de verticalisation au préalable. Sinon, ce qui est le cas le plus fréquent, quand les patients arrivent à domicile alors qu'ils ont déjà été verticalisés en service de rééducation, on ne fait que poursuivre la verticalisation qui a déjà été initiée en rééducation, qui en général est de l'ordre normalement de 20 à 30 minutes par jour. Quelle est l'inclinaison que l'on fait? On essaie d'être le plus proche possible de la verticale. La verticale complète n'est pas possible. Comme on peut le voir chez ce monsieur, si on le mettait plus à la verticale, il aurait la tête qui tombe en avant, parce que souvent chez le locking syndrome, il y a quand même une hypotonie des muscles de la tête, un trouble aussi de l'équilibre tête et tronc, ce qui fait que si on le mettait à la verticale, il faudrait lui mettre une sangle au niveau de la tête. Alors c'est ce qui est fait avec quelque chose d'un peu moins traumatisant, avec une bande de jersey. Maintenant, il y a des patients qui ont récupéré partiellement au niveau de leur tête, mouvement de tête et équilibre de la tête, et qui supportent, eux, d'être verticalisés à 80-90 degrés. L'idéal, c'est quand même de dépasser 60 degrés, parce que en deçà, donc à moins de 60 degrés d'inclinaison, la verticalisation, les vertus de la verticalisation sont modérées. C'est au-delà de 60 degrés qu'on commence vraiment à mettre en appui, en charge les deux jambes, et qu'on fait vraiment travailler d'une certaine manière les os, le système osseux, et d'une certaine manière aussi le retour au niveau vasculaire. Donc il faut, surtout au début, y aller prudemment. La verticalisation se fait par palier, donc de 10-15 degrés, mais sous surveillance du pot de la tension. En règle générale, il faut rester en dessous de 100 de fréquence cardiaque, hein, parce qu'au-delà de 100, 120, on est quand même en tachycardie. Et au niveau de la tension, c'est surtout des baisses de tension. Donc jusqu'à 10-6 tension, ça va à peu près. Maintenant, si on est d'habitude à 11-6 ou 11-7, 10-6, c'est parfait. Les intervalles ont souvent une tension basse. Hein, c'est plutôt des gens qui sont entre 10 et 12 de tension systélique et 6 et 8 de tension diastolique. Et si on le remet en position horizontale trop vite, il peut y avoir des malaises. Alors les malaises sont des malaises de type malaise vagal ou vertige. Alors, on va le remettre. Qui peuvent être donc dus soit des troubles de l'attention, soit des modifications du rythme. Voilà, on l'a débloqué là. Soit des modifications du rythme cardiaque, soit trop rapide, soit trop lent. Ces malaises peuvent aussi être partiellement contrôlés par le port de bas à varices, ou de bandes à varices, car chez des patients qui n'ont pas un bon tonus vasculaire, le fait d'être mis debout fait que le sang qui est dans les jambes tombe, pour parler de manière simpliste, en bas.
Donc pour éviter cette chute de sang qui se répercute au niveau donc, cérébral, c'est exactement la même chose que l'on ressent quand on est accroupi longtemps et qu'on se relève brutalement. On a la tête qui tourne, on est très mal. Ben, c'est la même chose. Sauf que nous, on a des mécanismes réflexes qui nous permettent en quelques secondes de contracter nos vaisseaux. Et donc le sang qui s'est accumulé en bas, d'un seul coup, remonte. Et donc on n'a eu qu'un malaise de 2-3 secondes. Chez les malades comme ça, eh ben, le malaise perdure. Donc pour essayer d'éviter ces malaises dits orthostatiques, c'est-à-dire une baisse de la tension artérielle, on met des bas. Si ces malaises perdurent chaque fois qu'on verticalise un malade, dès qu'on dépasse par exemple les 40 degrés, 40 degrés c'est pas assez pour verticaliser, même si on est allé progressivement, tout doucement, par palier, à ce moment-là, on peut pallier à ces malaises par certains traitements. Si c'est des malaises dus à des baisses de tension, ben on peut donner des médicaments qui augmentent légèrement la tension. Ça se fait bien évidemment sur prescription médicale. On peut utiliser tout simplement un système qui utilise le principe du frottement entre deux plans qui frottent facilement, deux plans synthétiques qui frottent facilement les uns sur les autres. Tout organisme d'aide à domicile a les coordonnées des vendeurs ou des fabricants de ce genre de système. Ça permet, on met le malade dessus et on le fait glisser sur la table de verticalisation qui est à côté. On pense. Avec ça ou avec ça? Vous le mettez au bout, sinon tu vas te faire mal. Tourne derrière. On va essayer avec le bas. Ouais. Voilà. Voilà. Et maintenant. Voilà, c'est bon. Mais ça glisse bien. Encore, vas-y. Voilà.